La crise de la police, le syndicat des commissaires de police en appelle au chef de l'État et met en cause les conseillers du ministre de l'Intérieur, l'un d'eux Gérard Monat, invité de ce journal. Élection cantonale, le Parti communiste en campagne. Le cours de l'or en baisse sur toutes les places occidentales. Madame, Monsieur, bonsoir. Le quai des Orfèvres en ébullition. Plusieurs centaines de commissaires et d'inspecteurs de police qui en appellent au président de la République, les syndicats de policiers qui s'affrontent, un ancien ministre de l'Intérieur qui parle d'une emprise des syndicats communistes sur la police. Décidément, la démission du directeur de la police judiciaire, François Lemoyle, par solidarité avec le commissaire Leclerc, qui refuse d'être muté à Marseille, cette démission prend les proportions d'une affaire d'État, en tout cas dans le monde de la police. Deux nominations sont intervenues ce matin. Pierre Touraine devient directeur de la police judiciaire et André Solaire devient directeur adjoint. Le commissaire Foll a refusé le poste du commissaire Leclerc. Ce matin, fait sans précédent dans les annales de la police parisienne, le syndicat des commissaires de police a réuni quelques centaines de commissaires et d'inspecteurs en assemblée générale. Ils ont marqué leur solidarité avec messieurs Lemoyle et Leclerc et vivement dénoncé les conseillers du ministre de l'Intérieur. Daniel Catelin. Le cas du commissaire Leclerc, que l'on voit ici arrivant cet après-midi au 36 quai des Orfèvres, a évidemment été au centre de cette assemblée générale. Plusieurs centaines de fonctionnaires, le rassemblement le plus important, disent-ils, depuis la création de la PJ, ont décidé l'envoi immédiat d'une lettre au président Mitterrand. Les policiers y rappellent qu'ils sont partisans de la concertation, se défendent de faire de la politique et demandent à être reçus à l'Élysée. Est-ce que vous avez une déclaration à faire suite aux affaires qui ont lieu actuellement? Non, je n'ai vraiment rien à dire. Vous parlerez à quel moment? Vraiment aucun commentaire. Il ressort en tout cas de cette assemblée générale que les fonctionnaires parisiens de police sont prêts, semble-t-il pour un grand nombre d'entre eux, à faire bloc derrière leur chef. Il n'y a pas d'intérêt de quelques-uns. Il y a des hommes qui font l'unanimité à raison de leurs compétences, à raison de leurs capacités, à raison des preuves qu'ils ont fournies sur le terrain. Et ces hommes-là, naturellement, c'est un peu comme dans l'armée, toute proportion gardée, quand on prend des risques ensemble, quand on passe des nuits ensemble à poursuivre des malfaiteurs, quand on a travaillé ensemble pendant 10 ans, 20 ans ou 30 ans, eh bien on a eu le temps de s'apprécier ou de ne pas s'apprécier. Et à partir du moment où un chef a gagné la confiance, eh bien cette confiance il la garde. Aussi loin que notre mémoire peut remonter, tous les ministres de l'Intérieur ont eu à leur cabinet un, voire deux commissaires de police. Monsieur Defferre a écarté les commissaires et il s'est entouré de fonctionnaires, mais surtout pas de commissaires. Ce que nous regrettons vivement. Est-ce que l'on ne touche pas le problème? Est-ce que ce que vous ne regrettez pas en fait, c'est que les commissaires aient été écartés du pouvoir? Pas du tout. Nous voulons que monsieur Defferre soit parfaitement informé de tous les éléments, des problèmes qui s'opposent à lui, et Dieu sait s'ils sont complexes, et non pas qu'il se fie à des gens qui l'ont entraîné sur des voies d'où il ne pouvait pas sortir. Par exemple, lorsqu'il a convoqué M. Leclerc pour lui dire qu'il proposait le poste de contrôleur général à Marseille, tout en lui faisant savoir que s'il n'y allait pas, ça n'allait pas se passer comme ça, M. Leclerc ignorait totalement les dispositions de la loi du 9 juillet 1966 qui permet à M. Leclerc de faire sa carrière à Paris. Voilà un cas précis, flagrant, où M. Defferre a été engagé par ses collaborateurs dans une mauvaise voie. Le syndicat a adressé une lettre au président de la République pour attirer son attention et alerter l'opinion sur, je cite, les méthodes choquantes et inacceptables du ministre de l'Intérieur qui semble être entouré de conseillers pour le moins mal informés. Gérard Monat, vous êtes l'un de ces conseillers, vous êtes au cabinet de Gaston Defferre après avoir été longtemps le secrétaire national du syndicat, directement mis en cause par le commissaire Simon, c'est-à-dire la puissante fédération autonome des syndicats de police qui revendique, je crois, 70% des personnels de la police nationale et qui est proche du Parti socialiste. Alors, la police judiciaire de Paris a toujours été considérée jusqu'ici, en tout cas, un peu comme un État dans l'État. Votre but, Monsieur Monat, le but de votre ministre dans tout cela, c'est quoi? C'est de casser la PJ de Paris? Écoutez, je pense que votre question ne correspond pas à une réalité. Monsieur Defferre ne tient pas à casser la police judiciaire de Paris, c'est pas du tout son style. Le fond du problème, c'est que de tout temps et sous tous les systèmes, les ministres de l'Intérieur se réservent le droit, c'est un droit qu'ils ont, de nommer les hauts postes dans les directions de la police nationale. Et c'est le problème qui se pose.
Hein, il y a eu un espèce de ducasse qui a été fait par M. Lemuel, qui a dit « je prends le poste, mais je veux M. Leclerc comme adjoint dans cette opération ». Et à ce à quoi M. Defer a répondu d'une façon très nette « non, c'est moi qui désignerai les gens, faites-moi des propositions, mais je désignerai les hauts postes ». Ce que je voudrais dire là-dessus, d'abord, puisque mon nom n'est pas cité dans cette opération, Simon ne le cite pas, mais je suis très bien désigné comme étant l'un des conseillers. Alors ce que je voudrais vous dire, madame, c'est qu'en définitive, sur l'opération Leclerc, je ne suis intervenu à aucun moment. Je n'ai pas été chargé de cette affaire. Vous faites partie du cabinet du ministre. Je fais partie surtout, je suis attaché surtout au directeur général, et j'ai comme mission de mettre en place les réformes de la police. Hein. Ce que je voudrais dire, ça je pense qu'il y a quelque chose qui est choquant aussi, c'est de laisser apparaître que M. Defer est un monsieur qui se laisse manipuler par son entourage. Eh bien, vous savez, dire ça, c'est mal le connaître. Bon, qu'il prenne des conseils auprès des conseillers, des gens qu'il a nommés, c'est certain, mais quand on connaît M. Defer est un homme qui sait prendre ses décisions, c'est un grand patron, c'est lui qui fait ses choix absolument, et sans qu'il se laisse manipuler par ses conseillers. Ça, il faut quand même le dire, il faut quand même l'affirmer. Et dans cette opération, M. Defer a pris ses décisions seul, après sans doute avoir discuté avec son cabinet. Mais justement, dans cette opération, beaucoup voient le règlement de comptes politiques et syndicaux. Et on dit beaucoup que les syndicats sont en fait en train de mettre la main sur l'appareil de la police judiciaire. On ne va pas reprocher... Et vous êtes un ancien syndicaliste. On ne va pas reprocher à un gouvernement socialiste d'avoir ouvert dans la police des possibilités de discussion et de négociation. Je crois que ça, c'est un point. Et j'ajouterais que les commissaires en bénéficient amplement. Parce que lorsqu'on voit tout ce tapage qui est fait sur l'affaire Leclerc, moi, je peux vous assurer, parce que dans la mission que j'ai aussi à m'occuper de nombreux fonctionnaires qui, sous l'ancien système, ont été sanctionnés, et pas pour des fautes professionnelles, parce qu'ils ne plaisaient pas à une personnalité quelconque et autre. Et il y en a quelques-uns. J'ai une vingtaine de cas que je peux mettre sur la table et autres. Mais on dit aussi que vous rouvrez des cas inverses, des affaires qui ont été classées sous le régime précédent, et que vous rouvrez, je rouvre, moi, pour le moment. Qui peut avoir l'allure d'une certaine chasse aux sorcières à l'intérieur de la police. Oui, c'est ce que l'on dit. Mais j'aimerais bien que le syndicat des commissaires se rappelle que pour tous ces cas, qui étaient des cas graves, de fonctionnaires qui ont eu leur situation mise en cause, je n'ai jamais entendu le syndicat des commissaires protester. Comme la fédération, par exemple, que je dirigeais, a protesté à chaque fois qu'il y a eu une atteinte formelle contre les droits d'un des fonctionnaires ou l'un des fonctionnaires qu'il représentait. Mais ça, je tiens à le dire. Justement, M. Monat, quand vous étiez secrétaire général de la FAS, vous prôniez, si je m'en souviens bien, la concertation avec le ministre. Voilà. Et vous trouvez que la méthode employée dans le cas de messieurs Lemuel et Leclerc reflète cette concertation dont vous étiez partisan à l'époque? Mais écoutez, dire que le ministre n'a pas ouvert la concertation, c'est encore une vue de l'esprit. Je crois qu'il n'y a pas un ministre qui a reçu autant les syndicats en l'espace de quelques mois de pouvoir. Pratiquement tous les syndicats qui demandent à être reçus par M. Defer le sont. Et ce n'est pas la faute de M. Defer. S'il y a des syndicats qui sont plus combatifs, qui réclament plus souvent des contacts, qui demandent à voir plus souvent ou le ministre ou son entourage ou éventuellement moi, vous savez, je ne reçois pas que la fédération, je reçois la CGT, je reçois la CFDT, je reçois beaucoup de syndicats, tous ceux qui demandent à nous voir, nous les voyons et nous essayons de traiter avec eux l'ensemble des problèmes qui les concernent. Et ça, je tiens à le dire et à l'affirmer. Mais justement, ce n'est pas dangereux aussi de faire court-circuiter en quelque sorte la hiérarchie par certains syndicats? Mais où est le court-circuitage? On a dit que nous faisions une politique de concertation. Ce qui est la vérité, le fond du problème, c'est que, pas tous, pas tous, parce qu'on fait beaucoup de tapage autour de Leclerc, mais nous avons aujourd'hui reçu des télégrammes de commissaires de province qui en fait, appuient la politique du ministre et disent, en définitive, il ne faut pas qu'il cède à des chantages de ce genre. Nous ne court-circuitons pas, il n'y a pas de court-circuit de la hiérarchie. La vérité, c'est que la hiérarchie n'admet pas, et beaucoup de gens de la hiérarchie n'admettent pas la concertation avec leurs propres syndicats. Et lorsque Gaston Defer dit « moi je reçois les syndicats », tous les chefs de service doivent recevoir les représentants syndicaux et discuter avec eux, pas seulement des grands problèmes indiciaires ou de retraite ou autres, mais les problèmes de fonctionnement dans un corps urbain ou dans un service quelconque. C'est cela que le langage de M. Defer. Il ne dit pas autre chose. Or, nous constatons à beaucoup d'endroits, et si vous faites venir les syndicats puissants, parce que nous avons la chance dans la police d'avoir des syndicats extrêmement représentés,
représentatifs, extrêmement représentatifs, ils vous diront qu'effectivement, dans beaucoup d'endroits, il y a un refus systématique des chefs de service à engager cette négociation voulue par le ministre de l'Intérieur. Et ça, je crois qu'il faut le dire. Et quand M. Defferre dit « le ministre commande », ben, sur ce terrain-là, le ministre veut une concertation avec les représentants du personnel de tout niveau, y compris les représentants du syndicat des commissaires. Parce que ce qui s'agit de beaucoup pour le moment, c'est quand même la section parisienne du syndicat des commissaires. Alors justement, pour mieux comprendre l'enjeu de cette bataille au sein de la police judiciaire parisienne, voyons le système de recrutement de la PJ. Daniel Lecomte. Jusqu'en 1966, il y avait deux structures de recrutement dans la police. D'une part, la préfecture de police de Paris qui recrutait et nommait les policiers pour tout le département de la Seine. D'autre part, ce qu'on appelait alors la Sûreté nationale, relevant du ministère de l'Intérieur et qui se chargeait du recrutement pour le reste de la France. En juillet 1966, tout change, ou presque, et c'est là le problème. La préfecture de police perd ses prérogatives en matière de recrutement. De fonctionnaires municipaux, les policiers parisiens deviennent des fonctionnaires d'État comme les autres. Seulement voilà, l'ancien statut garantissait une autonomie aux policiers parisiens, des droits, notamment celui d'être mutés exclusivement sur l'ancien département de la Seine, et des habitudes, en particulier celles pour la haute hiérarchie, de se coopter. François Lemoyle et Marcel Leclerc, entrés dans la police avant 1966, peuvent donc évoquer l'ancien statut. En refusant sa mutation à Marseille, Marcel Leclerc est donc dans son droit, mais quand François Lemoyle exige la nomination de Marcel Leclerc au poste de directeur adjoint de la police judiciaire, il ne s'agit plus alors d'un droit, mais seulement d'un usage. Au-delà d'organigramme, c'est bien sûr le rapport de force hiérarchique, mais aussi politique et syndical qui est en cause. L'ancien ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, dénonce la prise en main de la police par des syndicats communistes. Une évolution qui, à terme, dit-il, risque d'aboutir à une police déliquescente, partiale et politisée. Fin de citation. Le secrétaire de la Fédération autonome des syndicats de police, Bernard Delplace, voit pour sa part dans toute cette affaire une manœuvre politique liée au cantonal. Les obsèques de René Lucet, ancien directeur de la Caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui s'est suicidé jeudi dernier. Ces obsèques ont eu lieu cet après-midi à Fontainebleau, dans le calme et le recueillement. 1 millier de personnes y assistaient, dont beaucoup de militants du syndicat Force ouvrière, auquel appartenait M. Lucet. Le vice-président du Sénat, Étienne Dailly, était là, ainsi que le secrétaire général du RPR, Bernard Ponce, et d'autres personnalités RPR et UDF. Le secrétaire général de Force ouvrière, André Bergeron, qui hier soir à Marseille avait rendu hommage à l'action de René Lucet, était également présent. La commission sénatoriale des lois a été saisie de l'affaire Lucet à la demande du président de la Caisse des Bouches-du-Rhône. Le secrétaire général de la CFDT, Edmond Maire, a déclaré pour sa part à Nancy que l'exploitation du suicide de René Lucet dépasse les limites de l'admissible. Le journal des cantonales maintenant, à 5 jours du premier tour, un reportage ce soir sur le style du Parti communiste en campagne. Jean-Michel Mercurol. Ces tracts à la sortie d'une usine, la campagne pour les cantonales d'un des 2000 candidats du Parti communiste. Parmi eux, aucun membre de la direction, seulement une douzaine de parlementaires et un ministre. Le PC préfère miser sur ses notables locaux. La plupart de ses 236 conseillers généraux sortants se représentent. L'enjeu, enrayer l'hémorragie d'électeurs enregistrée par le PC en mai et juin, et pour ça, il faut ratisser large. Nous savons comment ça marche ensemble très bien, même bien que tu sois conseiller général communiste et moi, président du comité de quartier chrétien, tu sais que l'amitié qu'il y a entre nous porte un témoignage extraordinaire et qu'aux yeux du Seigneur c'est l'essentiel d'ailleurs, et j'espère que ça continuera avec le travail que tu vas faire encore. Et tu peux y compter. Mais je suis tu peux y compter. Allez, merci. Au revoir. Les communistes ont choisi de mener une campagne de terrain, un corps à corps, selon leur expression, avec les électeurs. Convaincre que le vote communiste est le vote utile parce qu'il faut imposer un rythme plus soutenu au changement. Convaincre que le Parti communiste reste la garantie pour aller de l'avant dans le progrès social. D'où cette volonté d'apparaître au premier rang dans les luttes, comme ici, dans cette entreprise en grève.
puisque nous venons d'obtenir 30% sur l'effectif. Pour obtenir cette place plus grande, les communistes n'hésitent pas à se placer directement en concurrence avec les socialistes. Mais vous savez, ça relève du défi qui a été lancé à nos partenaires par Georges Marchais de la tribune de notre 24e congrès, qui est une émulation saine dans une coalition gouvernementale pour tâcher, chacun à sa manière, d'être les meilleurs dans la défense des intérêts des travailleurs. Pour retrouver son audience, le PCF a décrété ces cantonales, la tâche unique du parti. Multiplication des meetings et assemblées populaires, l'appareil est mobilisé dans son entier pour récupérer les électeurs qui ont fait défaut l'année dernière. Avec ce souci, expliquer combien la droite et le patronat avaient pu ternir et caricaturer l'image du PC. Que n'ont-ils pas inventé pour essayer de vous détourner, vous, les électrices et les électeurs communistes, de votre vote? Sur ordre de Brejnev, Marchais fera battre François Mitterrand. C'est cela que vous avez entendu. Mais la vérité, chacun de vous peut la voir aujourd'hui. Ce sont les 4,5 millions de voix des électrices et des électeurs communistes qui ont été décisives. Préserver 5 présidences de conseils généraux sur 95, si possible élargir les implantations locales, mais surtout effacer l'échec électoral de 81, c'est tout le pari communiste pour ces cantonales. Cri d'alarme du patronat. La cote d'alerte est atteinte pour les entreprises, déclare le président du CNPF, Yvon Gattaz, au journal Le Monde. Même s'il n'est pas juste d'imputer au gouvernement actuel la totalité des difficultés qui accablent les entreprises, dit M. Gattaz, l'accroissement des charges va mener à une véritable hécatombe. Il faut stopper les saignées qu'on impose aux entreprises pour financer le progrès social, ajoute-t-il. L'or ne fait plus recette. À la Bourse de Paris, comme dans les autres places financières occidentales, la baisse du métal jaune s'accélère et la baisse est manifestement liée à l'évolution du marché du pétrole, Philippe Sassier. Oui, aujourd'hui, Christine, plusieurs pays se conduisent comme certaines familles qui, pour boucler une fin de mois difficile ou pour boucher une dette un peu trop criarde, vendent un bijou, un meuble ou bien un bout de terrain. Eh bien, ces pays, eux, vendent de l'or. Les pays de pétrole, qui fabriquent du pétrole, qui avaient hier les poches pleines, aujourd'hui manquent d'argent parce que les cours du pétrole se sont effondrés. Par exemple, certains d'entre eux, comme le Venezuela et la Norvège, révisent fortement en baisse leurs prévisions pétrolières, d'autres s'endettent, d'autres encore refusent à baisser les impôts. Oui, la baisse du prix du pétrole est beaucoup plus rapide qu'on ne prévoyait. Bah oui, c'est une surprise et certains experts estiment que ces prix vont encore fortement baisser. Le marché s'est véritablement retourné alors qu'il y a quelques années, 2 ans très exactement, on se battait pour la moindre goutte de pétrole. Aujourd'hui, il y en a trop. Pourquoi ? Eh bien parce que les consommateurs ont fait des économies de carburant, parce que leurs cuves sont pleines, parce qu'ils utilisent davantage de charbon ou de nucléaire et parce que l'hiver a été doux. Résultat, les prix tombent fortement. Par exemple, le pétrole britannique de la mer du Nord, en un an, a baissé ses prix d'environ 25%. Alors ce sont eux qui vendent de l'or et cela explique la chute du cours de l'or de 40% en un an. Oui, ça l'explique en partie, Christine. Car en plus, il faut dire que l'Irak et l'Iran vendent de l'or pour financer la guerre qu'ils se font, faute d'avoir des revenus pétroliers suffisants. La Libye, elle, vend de l'or pour payer des armes et des usines, et puis l'Indonésie en vend pour financer son progrès industriel. Mais il y a aussi 2 autres raisons. Les soviétiques ont vendu l'an passé 3 fois plus d'or qu'en 1980, et ceci pour financer leurs achats de blé américain et de technologie occidentale. Et actuellement, semble-t-il, ils accélèrent ces ventes d'or. Et par ailleurs, ils vendent des diamants. Et puis, il y a une autre raison, il faut bien dire qu'on a un petit peu peur actuellement d'une récession mondiale et on vend de l'or pour acheter du dollar. Juste au moment où on semble manquer de dollars. Oui, on manque de dollars parce que ces pays pétroliers qui étaient hier prêteurs sont aujourd'hui emprunteurs. Par ailleurs, aux États-Unis, vous le savez, on diminue les possibilités d'avoir des crédits. Alors, les entreprises américaines empruntent à tour de bras des dollars sur les marchés étrangers, ce qui fait du reste monter les taux d'intérêt américains et gêne beaucoup les pays occidentaux et notamment européens. Pour l'instant, il faut dire que ces phénomènes, auxquels du reste il faut ajouter la très forte baisse de Wall Street, la bourse américaine, n'ont pas eu beaucoup d'effet sur notre vie quotidienne. Mais s'ils persistaient, surtout s'ils s'amplifiaient, eh bien, ils pourraient à terme faire baisser notre niveau de vie.
Un grand nom de la finance française disparaît. Maintenant qu'elle est nationalisée, la banque Rothschild va s'appeler la Compagnie européenne de banque. La banque Rothschild existait en France depuis 1817. Rien ne va plus entre Bangui et Paris. Les autorités de la République centrafricaine ont adressé aujourd'hui un ultimatum de 48 heures à la France pour obtenir l'extradition d'Ange Patassé, une personnalité d'opposition qui s'est réfugiée à l'ambassade de France à Bangui après un coup d'État manqué. Le conseiller du président Mitterrand pour les affaires africaines, Guy Pen, est en ce moment à Bangui. Bruno Albin. Aux yeux d'André Kolimba, le général qui a pris le pouvoir en septembre dernier, Ange Patassé, le président du mouvement de libération du peuple centrafricain, est à n'en pas douter le responsable de la tentative du coup d'État de la semaine dernière. Et pour le gouvernement de militaires en place à Bangui, l'occasion semble venue d'en finir avec ce leader accusé d'empoisonner la vie politique du pays. Il y a un an, Ange Patassé avait failli accéder au pouvoir. Il avait été battu lors de l'élection présidentielle dans des circonstances douteuses sur le plan de la régularité dans l'organisation du scrutin. À la chute de David Dacko, que voici, en septembre dernier, il se présentait comme le légitime prétendant à la présidence le jour où les militaires décideraient de rendre le pouvoir aux civils. Ange Patassé laissait même entendre que c'est avec son appui que l'armée avait pris le pouvoir à Bangui. Depuis, bien des choses ont changé. Et ce qui choque aujourd'hui, c'est surtout la manière de faire du gouvernement centrafricain. La France est placée en position d'accusé dans l'affaire du coup d'État, et ce, le jour même où Guy Pen, le conseiller de François Mitterrand pour les affaires africaines, se trouvait à Bangui pour désamorcer cette crise. En vain, semble-t-il, puisque l'ultimatum a été lancé sur les ondes de Radio Bangui quelques heures à peine après son départ pour Paris. Bonne surprise pour les téléspectateurs polonais ce soir. Mes collègues présentateurs ont tombé l'uniforme. Ils sont à nouveau en civil. Le costume change, mais l'état de siège continue. Des négociations serrées sont en cours entre Varsovie et le Vatican au sujet de la visite éventuelle du pape en Pologne, prévue initialement pour le mois d'août prochain. Le secrétaire de la conférence épiscopale polonaise est en ce moment à Rome. Quand la foi ne trouve pas le chemin des religions consacrées, elle s'égare parfois vers des sectes en tout genre, dont l'emprise sur la jeunesse inquiète l'opinion. On vient de le voir avec le cas de cette jeune mouniste Claire Château, que ses parents avaient tenté d'enlever. Le député socialiste de Seine-et-Marne, Alain Vivien, fait campagne depuis des années pour que les sectes soient mises sous surveillance. Entre autres exemples d'activités répréhensibles auprès des jeunes, il a cité le cas du lycée Arago à Paris. Patricia Charnelet a fait son enquête. Il y a quelques mois, une secte, la méditation transcendantale, a pu pénétrer au lycée Arago, en fait sur l'invitation d'un professeur qui voulait initier les enfants au yoga. Mais l'expérience sera stoppée à l'initiative du proviseur et d'un groupe d'élèves qui craignaient qu'à l'initiation ne succède l'intoxication. Le bilan, eh bien, c'est que ces élèves ont participé à des cours, ils ont été, disons, baptisés, si on peut dire. Intronisés. Non, plutôt baptisés. C'est vraiment, c'est un terme qui convient très bien. Et alors évidemment, on leur a demandé une somme d'argent et ils ont pris contact avec la méditation transcendantale, leur répétant un petit mot, le mantra, pendant 20 minutes matin et soir. Et en donc 7 élèves ont été inscrits à méditation. 7 élèves ont été inscrits à la méditation transcendantale. L'année dernière. L'an dernier, au mois d'octobre. Et depuis ? Et depuis, eh bien, nous avons mis, l'administration et le foyer a mis fin à cette expérience et maintenant, eh bien, ça se passe dans d'autres lycées, malheureusement. Et c'est mon rôle de faire respecter la laïcité, d'une part, parce que l'AMT est une religion, bien qu'ils affirment le contraire, et que, mon devoir, ma responsabilité est de protéger justement la laïcité dans les établissements scolaires qui sont en principe laïques. Voici précisément l'exemple de Gilles, un élève de terminale qui aujourd'hui a quitté la secte. Vous avez fait partie de méditation transcendantale? Oui, j'ai fait partie, disons que j'ai médité un peu. Oui. L'année dernière? L'année dernière, oui. Tout le monde médite en groupe. Mais méditer en groupe, ça suppose certaines... C'est créer une sorte d'inconscient collectif, c'est faire une... c'est diriger les gens en fait. C'est une sorte de manipulation. J'ai vu des choses qui me plaisaient pas du tout. Et vous êtes parti donc de ça, vous en êtes sorti? J'ai essayé de leur faire comprendre que ça allait pas, il faudrait qu'ils s'arrangent. Et puis ils sont complètement coincés de ce côté-là, alors j'ai rien pu faire. Alors j'ai laissé tomber. Au-delà de cet exemple, les élèves du lycée Arago, interrogés sur les sectes, se montrent sensibilisés.
intéressés, vigilants et parfois même critiques. Toutes les personnes qui sont entraînées par la secte peuvent faire n'importe quoi. En fait, ils suivent le chef. Est-ce que vous essayeriez d'empêcher des camarades à vous d'y aller? Non. Ouais, je pense que moi je ferai opposition. J'ai envie d'y aller. Pourquoi? Non, parce que vraiment, c'est pas tellement sympa d'assister à la destruction comme ça d'un mec. Vous ressentez pas le besoin d'aller dans une secte? Ah non, pas du tout ça. Je crois que j'irais plutôt voir un psychanalyste à la limite. À mon avis, je crois que s'ils veulent vraiment avoir des jeunes, à mon avis, si on venait vraiment me chercher et si on arrive à me prouver qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, pourquoi pas. Il faut pas se laisser endoctriner, à mon avis. Il faut voir le pour et le contre. Moi, j'y crois pas trop. Les sectes, ça me fait un peu peur. L'approche des enfants par les sectes est un vrai problème. Le député Alain Vivien propose une déclaration des droits de l'enfance pour parer à tous les abus. Une petite fille de 11 ans, Valérie, a disparu depuis samedi après-midi près de Laluc dans les Landes. Au fil des jours, les recherches de la police se sont intensifiées. 500 hommes ont fouillé, plusieurs hectares de marais, de terrain, aujourd'hui encore en vain. On croit de plus en plus à l'hypothèse de l'enlèvement de l'enfant par un maniaque. Feu vert présidentiel pour 8 grands projets d'architecture et d'urbanisme à Paris. Le chef de l'État a donné son accord définitif au musée de la Villette, au nouvel opéra de la Bastille et aussi à un temple du rock de 10 000 places qui va être construit porte de Bagnolet. Divers projets culturels ont été retenus pour d'autres villes du pays. Françaises, Français, vous ne lisez pas assez. Le ministre de la Culture, Jacques Lang, veut vous inciter à lire davantage tout au long d'une campagne pour la promotion de la lecture qui démarrera le week-end prochain. Une campagne qui vous sera vite familière puisqu'il y aura même des spots publicitaires à la télévision. Monique Atlan. Lire, c'est une joie, c'est un plaisir. Et au fond, nous voulons, à travers cette campagne et à travers beaucoup d'autres actions, faire retrouver et redécouvrir le plaisir de la lecture. Plaisir qui n'est pas seulement un plaisir solitaire, c'est d'abord un plaisir solitaire, mais c'est aussi un plaisir collectif. Le lendemain, parler avec ses amis, sa famille, ses copains, des personnages de romans, des héros, des grandes aventures. Pas seulement d'ailleurs des livres sérieux, mais aussi des nouvelles, des livres d'histoire, des livres de bande dessinée. Et faire comprendre aussi que dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place. Pour y parvenir, le développement prioritaire de la lecture publique reste l'objectif numéro 1. Une comparaison avec l'étranger montre notre retard. Si les Britanniques empruntent 10 livres par an à la bibliothèque, les Français, eux, se contentent de 2 livres par an seulement. Un retard qui devrait être définitivement comblé dès la mise en place sur tout le territoire de bibliothèques centrales de prêt qui faisaient encore défaut dans 17 départements français. Car l'expérience le prouve, dès qu'une bibliothèque est dotée de réels moyens, elle peut attirer des gens à la lecture. Exemple, la bibliothèque d'Évry-Ville-Nouvelle. 7 ans d'expérience, nous sommes passés de 0 lecteur à 17 000, de 40 000 prêts en 1975 à 180 000 en 1981. Pour beaucoup, la lecture, c'est resté à l'état scolaire, si vous voulez. On leur a fait lire quelques livres à l'école qui les ont poussés quelquefois, et bon, ça les a dégoûtés définitivement de la lecture. J'ai rencontré des gens qu'on avait beau leur proposer, tiens, tu devrais lire ce bouquin, il est super et tout. Non, vraiment pas intéressé. Moi, avant, j'aimais pas lire non plus. Si, je lisais les bandes dessinées, toujours des bandes dessinées, jusqu'au jour où c'est que j'ai lu un bouquin, je me souviens même pas lequel. Puis alors, après, j'ai rencontré d'autres bouquins, style Charlotte Brontë. Là, ça m'a carrément... Et de là, je me suis mis à lire, quoi. Mais les gens, il faut que ça vienne d'eux-mêmes, je crois. Le temps demain, Alain Gillot-Pétré. Eh bien, pochette verte, pochette de pluie. Demain, nous aurons la pluie du large qui est sur cette carte. C'est très simple, c'est une perturbation qui vient de l'Atlantique, fort courant d'ouest. Donc pendant plusieurs jours, on va avoir une succession de perturbations, de beau temps, de perturbations, de beau temps et de perturbations. On n'en sort pas. Le baromètre demain sera donc en baisse, c'est une dépression. Les températures seront en hausse car il y a de l'humidité. Il fera donc plus doux. Pour demain, donc, de la pluie dès le matin sur l'ouest et puis vous le voyez sur toute la France. Sur le sud-est, progressivement, les nuages arriveront, mais il y aura
aura quand même quelques éclaircies le matin. Au nord-ouest ensuite, le ciel deviendra plus variable. Neige évidemment sur toutes les montagnes au fur et à mesure que le mauvais temps progressera. Les températures prévues pour demain par la météo nationale, en hausse le matin, en hausse l'après-midi. L'après-midi, vous le constatez, c'est très agréable. En gros, allez, je vous le fais à 10 degrés sur tout le pays. L'éphéméride pour demain, c'est le mercredi 10 mars, 3 minutes de soleil en plus, levé 7h17, couché 18h46, on fêtera les Viviens, mais je n'ai pas fini pour une fois. Nous avons enfin la solution de ce fameux nuage qui tourne autour de la Terre à 16 km d'altitude, ce mystérieux nuage. Grâce à l'U2 américain qui est rentré dedans, on sait maintenant qu'il s'agit de gouttelettes d'acide sulfurique, résidu d'un nuage de poussière expulsé par un volcan d'Asie ou d'Afrique. C'est pas encore pour demain les petits hommes verts, Christine. On est soulagés. Dernier journal à 23h15 avec Jacques Merlino. Demain midi, Philippe Labro sera au Salon de l'Agriculture. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain, 20h.